Et aujourd'hui, en direct sur Boursorama, votre invité, c'est l'économiste Jacques Sapir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes un ardent défenseur du retour au franc, de la sortie de l'euro. C'est intéressant parce que le sujet est de nouveau dans le débat public, dans le débat politique. Il y a beaucoup d'idéologie quand on en parle, quand le sujet est mis sur la table. Il y a beaucoup de catastrophisme. On va essayer de mettre tout ça de côté et de dérouler, de voir l'impact au quotidien pour les Français, pour les entreprises, et de voir quels sont... Il y a des bienfaits d'un côté, il faut l'admettre. Il y a des méfaits aussi, des incertitudes. Et après, on fera la balance. Puis on essaiera de voir avec modestie qui l'emporte. Ce qui est sûr, c'est que sur le constat, que fait Marine Le Pen? Mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de prix Nobel aussi qui l'ont fait. L'euro n'a pas tenu ses promesses. L'euro dysfonctionne, ça n'a pas apporté la prospérité promise. On a, quand on regarde les niveaux de vie dans chaque pays, il y a une divergence entre les niveaux de vie. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous avait promis. Des économies aussi, pas seulement des niveaux de vie, mais des économies. On a eu la rigueur aussi. Voilà, il faut le dire, on a eu la rigueur en zone euro et ça a tué, ça a plombé la croissance. Sur le constat, là on est d'accord là-dessus? Oui, et il faut dire d'ailleurs que là, tous les économistes sont aujourd'hui d'accord pour dire que l'euro a, d'une certaine manière, fait baisser la croissance dans la zone euro par rapport au reste de l'Union européenne et au reste du monde d'environ 1%. C'est-à-dire que, alors qu'on nous avait dit que l'euro apporterait 1% de croissance mécaniquement, ça a été le contraire. Il a retiré 1% de la croissance. Et surtout, et là vous avez tout à fait raison de l'indiquer, l'euro est aujourd'hui dramatique pour toute une série d'économies, et ce ne sont pas les moindres. Les économies de l'Espagne, l'économie de l'Italie. L'Italie pour l'Espagne, 3% de croissance. Non, attendez, 3% de croissance cette année. Après une grande destruction. Voilà, avec après quand même une baisse de pratiquement 20% de la croissance. On est aujourd'hui en Italie revenu au niveau économique de 2000, voire si on tient compte de l'accroissement de la population italienne avant 2000, bon, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et même en Allemagne, il y a quelque chose qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui encore, les investissements en Allemagne sont inférieurs à leur niveau de 2003-2004. C'est-à-dire que l'Allemagne aujourd'hui, qui pourtant va bien... C'est un problème mondial. Dans le monde, il y a un déficit d'investissement qu'on retrouve en zone euro. euro. Mais pourquoi ce déficit d'investissement? Pourquoi alors que justement... On voit en dehors de la zone euro aussi. Mais pourquoi alors qu'on expliquait que l'euro allait d'une certaine manière protéger l'économie européenne de ce genre de phénomène? On a surestimé peut-être aussi ce bouclier qui était l'euro. Mais juste un truc, il y a aussi une évidence sur le constat, qu'on soit pro ou anti-euro, que l'euro aujourd'hui est au milieu du gué et que voilà, et que sans réforme, sans pas en avant avec des réformes, c'est de la mutualisation, de la solidarité. L'union bancaire d'ailleurs est une forme déjà de premier mécanisme de solidarité vers le plan Juncker aussi, c'est une forme de solidarité aussi en matière de plan d'investissement, un budget plus substantiel. C'est le pas en avant, c'est pas le sens de l'histoire, on se dit à court terme, mais en tout cas il y a deux solutions effectivement quand on est au milieu du gué, c'est le pas en avant ou le pas en arrière. Tout à fait. Mais il y a l'autre solution qui consiste aussi à faire ce pas en avant fédéraliste de solidarité qui pourrait aussi, et tous les prix Nobel en conviennent, mettre un terme au dysfonctionnement. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut mettre sur la table le coût de ce pas en avant. Et le coût de ce pas en avant, il a été estimé, si vous voulez. Pour les Allemands, c'est ça, c'est les Allemands? C'est essentiellement, ça veut dire qu'on prélèverait sur le PIB de l'Allemagne entre 8 et 12% par an. Alors, je laisse aux gens qui nous regardent le soin de savoir est-ce que c'est crédible ou pas. Bon. En même temps, on se dit que quand on regarde les problèmes structurels de la France, le taux de chômage des jeunes qui est élevé pour ceux qui n'ont pas fait, qui sont sortis précocement du système scolaire. Quand on regarde les dysfonctionnements de la formation professionnelle, la dualité du marché du travail, on se dit mais ça n'a rien à voir avec l'euro. C'est des problèmes qui ne sont pas liés à l'euro. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas liées à l'euro, mais il y a des choses... L'euro ne résoudra pas, le retour au franc ne résoudra pas ces problèmes-là. Alors, il ne les résoudra pas, mais d'une certaine manière, ces problèmes existaient déjà il y a 30 ans, quand il n'y avait pas l'euro, et on était dans une situation qui, par moment, était très supérieure à la situation actuelle. Donc, il est évident qu'il y a aujourd'hui des problèmes structurels en France qui ne sont pas liés à l'euro. Et vous avez tout à fait raison de montrer du doigt cette question de la formation professionnelle. Mais néanmoins, avec un système de formation professionnelle qui était ce qu'il était il y a même 30 ans ou 40 ans, on n'était pas dans la situation actuelle. Donc, il faut bien dire que, d'une certaine manière, ce système de formation professionnelle, il est aujourd'hui transparent par rapport à la situation actuelle, et que ce qui plombe la situation actuelle, c'est essentiellement des phénomènes d'ordre macroéconomique, même si, bien sûr, il serait
extrêmement avantageux de pouvoir faire une réforme de la formation professionnelle. On ne l'a pas dit, mais il y a une baisse tendancielle de la croissance partout dans le monde et c'est ça qu'on peut comparer notre niveau de croissance aujourd'hui par rapport à celui d'il y a 40 ans parce que si on faisait la même chose dans d'autres pays, on aurait aussi cette baisse tendancielle de la croissance qu'on a du mal à expliquer. Ce n'est pas dans tous les pays, il faut d'ailleurs le rappeler, ce n'est pas dans tous les pays. Il y a des pays qui ont connu au contraire des croissances très fortes et qui continuent de connaître encore aujourd'hui des croissances très fortes. Pensez auxquels? Alors, il y a des pays émergents. Non, mais hors émergent, je pense plutôt au CDE dans le sens… Alors, vous avez par exemple le cas de la Russie. La Russie qui a connu… Vous connaissez bien. Que je connais très bien, qui a connu non seulement une période de très grande destruction de 1991 à 1990. C'est assez atypique. Bien sûr, mais qui avait connu déjà, et le point est intéressant, l'économie russe était rentrée, l'économie soviétique à l'époque, était rentrée en crise dès le début des années 1980. Dès le début des années 1980. Donc, 10 ans avant le début de la transition. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis 1998-1999, en fait, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine, pour dire les choses rapidement, même si ce n'est pas essentiellement lié à ça. Après le défaut, il y a eu un défaut. Il y a eu un défaut, il y a eu un défaut en 1998. Eh bien, elle a connu une croissance qui a été régulièrement supérieure. Mais après une destruction, on fait pareil que pour l'Espagne, après une destruction de combien? Alors, je vous dis, la destruction était environ 40%. Ah ben voilà. Oui. Non, mais ça explique les très bons chiffres qu'il y a eu de 1999 à 2005-2006, mais ça n'explique pas si vous voulez, ça n'explique pas le renouveau économique d'après. Et ce qui est important, c'est qu'à partir de 2004-2005, l'économie russe est au-dessus de la pente où elle aurait été si elle n'avait pas connu justement cette destruction. Et ça, c'est un point important. Bon, alors retour maintenant en France avec l'euro et ce retour éventuel au franc, cette sortie de l'euro. On va regarder le gain d'abord, parce que le gain, il est évident, il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas non plus surestimer. Un retour au franc, ça relancerait notre compétitivité, ça c'est une évidence, mais surtout vis-à-vis de l'Allemagne. Et c'est là où je vous entends, j'ai lu certains de vos articles, où vous dites, en gros, la croissance française passerait de 1 à 3 ou 4% uniquement parce qu'on purgerait notre déficit commercial qui est, on est précis, de 14 milliards d'euros. Le tiers de notre déficit commercial est avec l'Allemagne. Et nous c'est ça qui fait qu'on développerions très probablement d'ailleurs un excédent commercial. Mais il n'y a pas que cela. Il y aurait aussi une dépréciation, certes beaucoup plus faible que par rapport à l'Allemagne, mais il y aurait une dépréciation aussi par rapport au dollar et à la zone dollar. La zone dollar, il faut toujours le rappeler, ce n'est pas simplement les États-Unis, c'est l'ensemble… On a déjà beaucoup baissé par rapport au dollar. On a fait déjà 30%. D'ailleurs, Marine Le Pen a dit on a déjà fait le gros morceau, il n'y a plus grand-chose de baisse de l'euro face au dollar. Il est très clair qu'on aurait aussi une baisse, on aurait aussi une baisse de 7 à 8%. Et si on combine les deux, c'est-à-dire à la fois la très forte dépréciation par rapport au Deutschmark, par rapport à l'Allemagne. Et à la zone dollar. Et bien là, on reprend l'ensemble des modèles macroéconomiques, on reprend les études qui ont été faites par le Fonds monétaire international, et ça nous donne un surcroît de croissance par rapport à notre niveau actuel entre 2,1 et 2,8%. Par quoi? Par an. Par an. Par an. Par an. Ça paraît beaucoup. En même temps, on se dit qu'à court terme, et vous connaissez la courbe en J, pardon, c'est un peu technique, vous connaissez la courbe en J? Oui, ça veut dire j'y crois pas trop. Comme par hasard. Les effets négatifs d'une baisse du franc, à court terme, via la baisse du pouvoir d'achat, puisqu'on importerait des choses qui coûteraient plus cher, l'emporte sur les effets bénéfiques sur le commerce extérieur qu'on évoquait juste avant, dans un second temps. La situation se dégrade dans un premier temps pour, derrière, s'améliorer. Alors, c'est même pas, si vous voulez, ça dépend… C'est un peu technique, mais… Non, mais ça dépend beaucoup, vous avez raison, mais ça dépend beaucoup des structures des économies. Dans des économies qui sont très liées à des flux d'importation, c'est vrai que ça a une importance… C'est un peu le cas, non? Non. En fait, la France, et c'est un point dont il faut toujours avoir conscience, la France est bien sûr une économie ouverte, mais elle n'est pas une économie aussi ouverte que cela. Et par ailleurs, si vous voulez, c'est très simple, dans notre consommation, dans la consommation moyenne des Français, quelle est la part des produits importés? C'est beaucoup, non? Non, 43%. Le textile, l'informatique… Bien sûr, mais 43% seulement. Parce le coton, tout le textile, il y a tout le reste. Combien 43%? 43%. C'est beaucoup, la moitié de notre consommation. Oui, mais 43%. Et sur ces 43%, il y a en fait une bonne part de cette consommation
qui vient de pays qui, en réalité, en cas d'explosion de la zone euro, et il faut être clair, une sortie de la France provoquerait une explosion de la zone euro très rapidement, dévaluerait en fait plus que nous. Donc, cela veut dire que... Donc, il n'y a plus de gain en compétitivité. Pour certains si on revient à la pesetas en Espagne et à la lire en Italie, elles baisseront plus que nous, donc on ne gagnera rien. Il n'y aura pas de gain sur ces deux pays. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Et ça, d'ailleurs, nous l'avions dit quand nous avions publié cette note en 2013, les scénarios de sortie de l'euro, que j'avais rédigé avec Philippe Murer et avec Cédric Durand, et on avait expliqué que, d'une certaine manière, il n'y aurait pas de gain sur l'Espagne et sur l'Italie. Par contre, l'essentiel des gains se ferait et sur la zone dollar et, bien sûr, sur l'Allemagne. Bon, ça c'est pour l'aspect gain, effectivement, on a été clair là-dessus. Maintenant, si on regarde l'impact financier sur les différents agents économiques, on commence par l'État. Et Marine Le Pen a raison de défendre l'idée, c'est vrai, la dette française étant libellée en droit français, elle peut appeler ce qu'on appelle appliquer la lex monetae, transformer, rembourser en francs, très bien, sauf que les agences de notation étaient très claires là-dessus. Ça sera un défaut unilatéral et on imagine que les investisseurs, et si vous en faisiez partie, qui ont prêté à la France, qui se font rembourser en monnaie de singe 20 ou 30% moins, nous ne nous prêterons plus, on sera au pire banni des marchés financiers ou alors on empruntera très très cher. Mais pourquoi pas? Mais on emprunterait très très cher. Et là, que dit Marine Le Pen? Elle dit, mais c'est pas grave, on va demander à la Banque de France. Vous avez vu, j'ai travaillé un peu. Hein. Oui. On demandera à la Banque de France de quoi? D'émettre la planche à billets en francs pour... mais pourquoi pas? Quels sont les pays aujourd'hui, je veux dire, qui sont bannis des marchés déjà? Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. La Grèce n'a plus accès au marché. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais si vous voulez, c'est très intéressant de regarder ça. La Russie a fait un défaut massif. Et c'était un vrai défaut. Là, ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient plus leur dette publique. Et pourtant, un an plus tard, les investisseurs étrangers se précipitaient pour racheter des titres émis par le gouvernement russe. Donc ça veut dire que même au pire des cas... Il y aura un an atroce et puis après, il faudra... Mais même pas. Les investisseurs devront replacer leur argent et ils reviendront, c'est ça? Mais même pas. Ils reviendront même beaucoup plus tôt. Ils reviendront beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien que, oui, bien sûr, les investisseurs non résidents, parce que pour les résidents, c'est différent. Eux, ils travaillent en francs. Eux, ils vont se prendre une paume, les non-résidents. Bon, alors les non-résidents, s'ils sont en dollars, ils se prennent, grosso modo, entre 6 et 8% de pertes. Si ce sont des non-résidents allemands, là, ils se prennent beaucoup plus. Ils se prennent environ 25 à 30% de pertes. Bon, après, il faut regarder quelle est la part des non-résidents qui sont allemands et quelle est la part des non-résidents qui sont plutôt en zone dollar. Donc, mais le résultat, c'est que les taux d'intérêt vont grimper en flèche parce que, voilà, il y aura eu les taux d'intérêt, c'est une autre question. La question des taux d'intérêt, c'est très largement la politique de la Banque centrale. La Banque centrale, il n'y a plus d'euros, ça redevient la Banque de France. Donc on imprime la planche à billets, on sait dans l'histoire comment alors, pas nécessairement, ça peut être d'abord une politique de la Banque de France qui va fixer des nouveaux taux directeurs. Et puis, il y a toute une série de méthodes qui peuvent être utilisées. Par exemple, vous pouvez obliger les banques qui travaillent en France d'avoir dans leur bilan une certaine proportion de titres publics ou de titres privés. Ce qui, d'une certaine manière, oblige les banques à acheter votre dette. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Alors, c'est déjà le cas, mais on peut augmenter cela et on peut, de cette manière-là, faire en sorte que la dette française soit largement renationalisée. Autrement dit, que ce soit des nationaux ou des résidents, plus précisément. Parce que vous savez qu'en économie, il vaut mieux parler de résidents, par exemple. Donc on contraindra les particuliers à acheter la dette française? Non, on contraint les banques. On contraint les banques à acheter de la dette française. Et donc le risque systémique qu'on voulait couper entre les banques et l'État redeviendrait très fort? Alors non, parce que dans le risque systémique, ce n'est pas justement ces obligations d'État qui posent problème. C'est les obligations corporate, et ce n'est même pas les obligations corporate en réalité, c'est les titres dérivés qui sont émis et qui sont très souvent émis à partir de collatéraux que l'on ne connaît pas. Ou que l'on connaît mal. Donc c'est la Banque de France d'ailleurs qui finance, et vous savez que tous les ans la France s'endette sur les marchés, avant son déficit, vous connaissez le chiffre, tous les ans, 180 milliards d'euros cette année, 180 milliards parce qu'il y a toutes les tombées, les échéances d'obligations qui tombent, ça plus le déficit, ça fait 180 milliards. Oui, alors donc la Banque de France, la planche à billets, attendez. Plus le programme de relance. Attendez, là-dessus il faut être très clair. Nous avons une forte croissance. Cette forte croissance veut dire évidemment un accroissement des recettes de l'État, des recettes fiscales. Et vous savez qu'on peut très facilement, à partir du chiffre de la croissance, en déduire la montée des recettes de l'État. Donc ça veut dire que déjà, on aurait un déficit qui mécaniquement se réduirait. Ça, c'est une évidence.
Après, vous avez raison, il y a tout le problème de ce qu'on appelle le roulement de la dette, c'est-à-dire les tombées de la dette. Bon, eh bien ça, il faudra effectivement les financer, et c'est pour cela que je dis qu'il serait important de réintroduire justement cette notion de plancher des effets publics dans les bilans des banques. Bon, et juste un mot aussi, le nouveau franc a été attaqué, ça peut arriver aussi. La Banque de France devrait le défendre, il faudrait qu'elle ait des réserves de change. Est-ce qu'elle en a? A priori, pas beaucoup. Oui. Et ce qu'on fait en général pour défendre une monnaie, on augmente les taux d'intérêt, les taux directeurs. Alors c'est un vrai risque, et pour refuser ce risque, parce que je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette logique-là, je suis un très grand adversaire de l'usage des taux d'intérêt pour essayer de stabiliser une monnaie. Comment on fait pour stabiliser Alors le franc la meilleure manière de stabiliser la monnaie, c'est d'écouter pour une fois ce qu'a dit le Fonds monétaire international de réintroduire le contrôle des capitaux. Alors, je ne parle pas du contrôle des changes, hein, je le dis très précisément. Je parle du contrôle des capitaux. Alors justement, c'est l'aspect, c'est les ménages. D'ailleurs, on a pu parler d'entreprises, on manque de temps les entreprises. La Lex Monétaire, le fait de transformer, faire une redénomination de la dette Je vous renvoie à l'étude qui a été Il y a que la moitié. Il y a la moitié des dettes d'entreprises qui ne peuvent pas être tout à fait. Mais elles ont aussi transformées. Elles ont aussi des Patrick actifs. Artus, que vous connaissez, a fait le calcul, ça coûterait, cette histoire de retour au franc, 50 milliards d'euros aux entreprises. C'est faux. Vous regardez l'étude qui a été publiée par Cédric Durand et Claude Villemaud sur le site de l'OFCE. Là, vous allez sur le site de l'OFCE, vous trouvez l'étude, et vous verrez qu'ils ont calculé très précisément, par rapport aux actifs des différentes entreprises, et de la part surtout du chiffre d'affaires de ces entreprises, que ces entreprises font à l'étranger, eh bien, ils démontrent que le résultat d'une sortie de l'euro serait positif pour les entreprises françaises. Nous sommes d'ailleurs l'un des rares pays, avec l'Italie, où une sortie de l'euro serait positive pour notre système financier. Bon, pour les particuliers, parce que finalement, c'est ceux qui nous regardent ont envie de savoir, en cas de retour au franc, il y aurait cette inflation importée qui, pour vous, ne vous paraît pas si importante. Mais quand on voit Marine Le Pen qui nous parle de 2,5% d'inflation sur le quinquennat, on se dit, attendez, avec la dévaluation, la taxe de 3% à l'importation, on se dit qu'elle sous-estime quand même l'effet inflationniste. Alors, moi, ce que je peux dire, je ne vais pas me prononcer sur les chiffres de Mme Le Pen. Moi, ce que je peux dire, c'est que la dépréciation du franc provoquerait un choc inflationniste de l'ordre de 3% en addition à l'inflation déjà existante, qui est d'environ 1%. Ouais, donc on arrivera à 4%. Bon, la première année. Mais si les salaires ne suivent pas, ça fait une perte de pouvoir d'achat. Alors après, la vraie question, c'est faudra-t-il avoir une indexation des salaires? Et deuxièmement, quel sera l'impact du retour à l'emploi? Parce qu'il faut aussi parler de ça. Si vous voulez, quand on a une forte croissance, eh bien évidemment, ça se traduit en retour à l'emploi. Alors, là encore, je suis tout à fait conscient qu'il faut avoir une certaine méfiance par rapport aux chiffres qui sont donnés par les modèles, justement à cause de ce problème de la formation professionnelle. Et c'est pour ça que vous aviez tout à fait raison d'insister dessus au début. Mais néanmoins, on peut estimer que dans les 3 premières années, on aurait un retour à l'emploi d'environ 1,5 million à 2 millions de personnes. Donc ça veut dire que globalement, la masse salariale augmenterait de manière extrêmement importante. Donc c'est pour ça que, en réalité, oui, c'est vrai, par exemple, si vous voulez vous acheter une voiture allemande, eh bien, vous perdez dans cette dépréciation. Ouais. Ça, c'est très clair. Si vous aviez une Audi et vous vouliez racheter une Volkswagen ou une Mercedes, oui, vous perdez. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, si vous achetez soit une voiture qui est produite en France, soit même une voiture qui est produite en Italie, et l'Italie continue de produire quand même des voitures, eh bien, vous n'y perdrez pas. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Entre ce mécanisme et le mécanisme du retour à l'emploi, nous avons une situation qui apparaît une situation nettement plus intéressante pour le pouvoir d'achat. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y aura un premier choc inflationniste immédiatement lié à la sortie de l'euro, et que ce choc tendra à la courbangie inversée, pour le coup, vous y croyez là. Alors, je ne parle pas de courbangie. Si vous voulez, c'est ce que montrent différents types de modèles économétriques. Plus d'inflation à court terme, mais contrebalancé par plus de croissance. Mais contrebalancé à partir de la deuxième et de la troisième année. On sait ce qui se passe, on a vu ça en Grèce, on a vu ça en Argentine, ou même en Espagne, en Italie, dans les années 90. Quand il y a la perspective d'avoir une nouvelle devise qui se dévalue, que font les épargnants et souvent les plus riches? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour... ils souhaiteraient récupérer leur argent et placer ça en euros en se disant j'aurai un gain de
20 ou 10, Oui. 30% de pouvoir Oui, d'achat. c'est placé en Deutschmark, oui. Et voilà, est placé ou en euros ou en Deutschmark. Il faudra mettre en place un contrôle des capitaux. Marine Le Pen l'assume. On n'aura plus accès à son argent comme on le voudra. On fera à la queue Non. pour aller retirer l'argent. Non. Mais Ah ça, non. on l'a vu en Grèce, ça, Non, mais pour éviter attendez. que les banques s'effondrent. Non, attendez. Le problème de la Grèce était très différent. Le problème de la Grèce, c'est que la Grèce avait besoin, mais semaine après semaine, de l'argent que lui donnait la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas la situation de la France. La France est dans une situation complètement différente. La Banque Centrale Européenne ne donnera plus d'argent à la France. Oui, mais Enfin, justement, en banque mais il y française. aura la Banque de France, si vous voulez. Pour y pallier. Et d'une certaine Donc manière... elle imprimera. Non, elle n'imprimera pas. Elle fera, si vous voulez, simplement ce qu'on appelle la monétisation normale des dettes, qui est déjà... Mais il y aura une panique, vous le savez très bien. On voit les gens, voilà, on voit ça en Grèce, les gens veulent récupérer. Mais si vous voulez, ce n'est pas du tout la même situation. En Mais Grèce, il y aura cette volonté si vous voulez, de en Grèce- placer son argent dans une devise non. plus forte pour éviter, vous pour parlez faire un de gain deux de choses différentes. Alors, en ce qui concerne la panique, sur la Grèce, il était très clair que le système bancaire grec ne vivait que grâce à la perfusion de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne ayant décidé à un moment donné d'arrêter ces perfusions, ça a provoqué un effet de panique. Il n'y a pas de perfusion des banques françaises par la Banque Centrale Européenne. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout la même situation. Mais s'il y a des retraits massifs... Alors après, c'est l'autre question que vous posez, c'est effectivement, est-ce qu'une partie des épargnants ne voudra pas, pour se prémunir... À juste titre, hein. Vous feriez pareil, vous d'ailleurs, j'imagine. Pas nécessairement, par ailleurs. Ah bon, Bon, vous préférez perdre 20% de pouvoir d'achat? Non, je vais vous dire pourquoi. Après, mais s'ils veulent faire ça, eh bien là, effectivement, il y aura un contrôle des capitaux, c'est-à-dire que toute opération de capital entre la France et un pays étranger, qui ne sera pas la contrepartie d'une opération soit d'investissement, soit une transaction en biens et services, sera limitée ou interdite, ou, par exemple, on peut mettre des taux d'intérêt ou des réserves obligatoires extrêmement... Donc on aura accès à son argent, mais on ne pourra plus sortir de France pour le mettre ailleurs. Alors, on ne pourra pas... j'ai bien compris. Vous pourrez, par exemple, si vous partez comme touriste, si vous allez faire du tourisme dans n'importe quel autre pays... On regardera dans mon porte-monnaie combien j'ai. Non. On ne regardera pas dans votre porte-monnaie, on regardera sur votre compte en banque. Oui, vous avez compris l'idée. Bon. Donc ça, donc il y aura un contrôle des capitaux, on n'aura pas accès à son argent comme mais on après, veut. il faut faire attention. Et c'est d'ailleurs une chose dont personne ne parle et qui pourtant est une chose excessivement importante. Au bout d'un an et demi, qu'est-ce qui se passera? Nous aurons une économie française qui sera relativement florissante. En tous les cas, par comparaison à son niveau actuel. Nous aurons des investisseurs étrangers qui seront obligés, d'une certaine manière, d'acheter du franc parce qu'ils ne trouveront pas de titres suffisamment sûrs. L'Argentine a mis 10 ans à revenir Mais oui, sur c'est le marché. l'Argentine. Mais le problème, c'est l'Argentine, si vous voulez. Et il faut savoir que la confiance qu'il y a malgré tout dans l'économie française, au niveau international... Si ça redémarre. Mais elle redémarrera. Si si vous voulez, c'est quelque chose d'assez mécanique. Attendez. Et le risque, en réalité, c'est qu'il y ait une réappréciation du franc. Et je vais vous dire, et ça, c'est pour moi le risque de loin le plus important, parce que s'il y a C'est pas celui qu'on voit a priori comme ça. Non, mais parce que s'il y a une réappréciation vous voyez du trop franc, loin, là. Non, 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi. Et il faut avoir nécessairement ce type de vision à moyen terme si on veut comprendre l'ensemble des effets. Et c'est contre cette réappréciation aussi qu'il faudra un contrôle des capitaux. Un mot de l'assurance vie. L'assurance vie, placement préféré des Français. Vous avez une assurance vie, vous aussi. C'est 80% des sommes sont investies dans les fonds en euros. Les fonds en euros, capital garanti, il y a quoi dedans? Il y a des obligations d'État. Évidemment, si taux d'intérêt remonte, ça va dévaluer le portefeuille des assureurs qui diront à leurs clients s'ils veulent récupérer leur argent. Eh bien, bon monsieur, on a fait le calcul. Quand on passe de 1% les taux à 10 ans à 8, et puis il n'est pas dit que les taux passent à 8 évidemment. Non, tout à fait. En Grèce, les taux étaient à 8. On a pris l'exemple de la Grèce. Non, mais... La valeur des obligations chute de 50%. Donc, ça fait une moins-value de 50% pour les particuliers, les assurés qui veulent, s'ils voulaient récupérer leur argent. Regardez la liste des si que vous avez ajoutés les uns aux autres. En cas de choc, d'incertitude, il y a peut-être son envie de récupérer son argent pour le mettre ailleurs. Il ne s'agit pas d'une montée. Il ne s'agit pas d'une montée de 1% à 8%. Il s'agit d'une montée des taux qui est beaucoup plus faible. Par ailleurs, les assurances, l'ensemble des organismes qui gèrent les assurances vie sont amenés à acheter tous les 3 mois ou tous les 6 mois de nouvelles obligations. Ces nouvelles obligations auront bien entendu une meilleure rémunération, une meilleure rémunération. Et donc, cela va compenser le mécanisme. Alors, oui, il est probable qu'il y aura la première année. Vous voyez tout en rose. Sur chaque élément, il y a toujours... Mais non, si vous voulez, je m'appuie... J'aimerais entendre de votre bouche que oui, c'est un choc.
Ça sera un choc, il y aura de l'incertitude, il y aura peut-être des mouvements de panique. En fait, vous vous dites, non, avec une baguette magique, tout va bien se passer. Ce n'est pas en France que je vois les problèmes. Le véritable problème, et il faut le dire, c'est qu'à partir du moment où on fait éclater l'euro, on devra se poser la question du système monétaire international. Car c'est là où il y aura... On reviendra, alors pour celles et ceux qui ont plus de 30 ans, au SME. Il faudra se poser la question d'un retour au SME. Système monétaire européen qui avait beaucoup de défauts, c'est pour ça qu'on est sorti, qu'on a créé mais qui avait aussi, fonctionné, qui avait aussi fonctionné pendant toute une période. Et il faudra rediscuter de l'ensemble des problèmes monétaires internationaux. Là, oui, il y a une vraie question. Ce n'est pas une question qui va se poser immédiatement, mais c'est une question qui se posera à terme. Et là encore, si vous voulez, alors vous pouvez dire que c'est moi qui ai plutôt tendance à voir le moyen terme, mais je pense que c'est justement sur les problèmes de moyen terme que se posent les principales questions. Il y a le risque de réappréciation trop rapide du franc. Ça, c'est un véritable risque parce que ça pourrait casser la croissance et ça pourrait tuer les effets positifs d'une sortie de l'euro. Je le dis et je dis... Dans un second temps. Hein. Et je dis, le premier temps, ça sera a priori peut-être un franc qui serait attaqué et une banque de France qui aurait du mal à soutenir le franc. Parce qu'il n'y aura pas de réserve de change et vous avez acté qu'augmenter les taux directeurs de la Banque de France, ça casserait l'activité. Mais tout à fait, et c'est pour ça que je dis il faudra un contrôle des capitaux. Mais après, se posera ce problème. Et le deuxième problème qui va se poser, et on finit là-dessus, c'est évidemment le problème de la recomposition du système monétaire international, parce que les gens n'ont plus réellement confiance dans le dollar, ils n'ont pas confiance dans l'euro, et on le voit dans le fait que l'euro n'a pas réussi à percer en termes de monnaie, que ce soit en termes de monnaie de transaction financière ou en termes de monnaie de réserve. L'hégémonie du dollar. Hein, mais en termes de monnaie de réserve, un petit peu plus. 24%. 24%. Et c'était quoi la part de l'Allemagne et de la France? Rien que ces deux pays. 24 21. 21. Bon, petite appréciation quand même. Deux tiers des Français, en tout cas, soutiennent encore l'euro. Il y a toujours deux tiers des Français qui doivent sentir que quand même, ça serait comme très compliqué, qui pour l'instant soutiennent toujours l'euro. Disons aussi que c'est parce qu'il y a beaucoup de médias, pas le vôtre heureusement, mais il y a beaucoup de médias qui leur disent que ce sera une catastrophe, sans apporter de preuves réelles de l'existence de cette catastrophe. Voilà, il ne faut pas surestimer, il ne faut pas non plus la sous-estimer. La catastrophe. Comme je ne pense pas qu'il y aura des catastrophes, mais il y aura très certainement des problèmes à résoudre. Et des turbulences à court terme. J'aimerais l'entendre. Il y aura des turbulences, mais je pense qu'il y aura des turbulences plus importantes à l'étranger qu'en France. Si vous voulez, le problème pour l'Allemagne sera beaucoup plus complexe à résoudre, d'autant plus que les autorités allemandes ont toujours dit qu'elles ne voulaient pas de système de contrôle des capitaux. Et là, elles auront le choix ou accepter ces turbulences qui seront très fortes, ou manger leur chapeau et dire finalement, oui, on est d'accord pour un système de contrôle des capitaux. Bon, on n'en est pas encore là. Merci en tout cas, merci à vous pour ces explications. On était complet, on était au bout du sujet, on a tout déroulé. Hein. Bon, tout à fait. Merci à vous, Jacques Sapir, merci d'avoir été notre invité en direct sur Boursorama. Au revoir.